Bonjour, je m'appelle Alice Miljanovic et j'ai créé ce podcast Parole en mouvement qui parle de danse, de professionnalisation et surtout d'interrogations diverses. Ce projet a mûri suite à un travail dans le cadre de mes études que j'ai décidé de faire évoluer ici. J'écoute pas mal de podcasts et j'ai jamais trop réussi à y trouver mon compte en matière de contenu autour de la danse et du mouvement. Je me suis donc dit que peut-être je pouvais essayer de partager moi-même autour de ces sujets, alors j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai donc décidé d'enregistrer des conversations menées autour d'axes de discussion, de problématiques, avec des praticiens et des praticiennes du mouvement de la danse. Certaines et certains sont soit des amis, proches, soit des personnes rencontrées dans d'autres circonstances ou pour ce projet. C'est un podcast fait avec les moyens du bord, mes moyens personnels, et qui, je l'espère, est voué à évoluer autant peut-être dans sa forme que dans son fond. L'idée principale pour moi est de vous partager des dialogues qui se veulent spontanés et sincères, discuter autour de certaines réalités et perceptions liées à la danse et entre autres à ses étapes de professionnalisation. Je n'essaie pas d'en faire découler des vérités générales ou des conclusions, mais juste de diffuser certaines pensées et réalités propres à certaines personnes et qui s'inscrivent également dans une certaine temporalité. Voilà pour ce qui est de l'explication de mon podcast. Je vais également préciser que durant ces entretiens et pour les prochains, il est possible qu'on utilise des abréviations pour discuter comme par exemple ERD qui signifie entraînement régulier du danseur, EAT pour examen d'aptitude technique qui est réservé aux disciplines dites académiques, donc jazz contemporain et classique. L'EAT c'est l'étape nécessaire pour ensuite passer le DE, donc le diplôme d'état. CCR c'est pour parler des conservatoires à rayonnement régional, CNSMD c'est Conservatoire national supérieur de musique et danse, et CNN, c'est pour les centres chorégraphiques nationaux. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Bonne écoute! Aujourd'hui, c'est avec Justine que j'ai enregistré. Justine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon cursus cette année. C'est quelqu'un avec qui j'ai pas mal bossé, j'ai fait pas mal de projets de rendu. Et du coup, j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec elle et échanger sur plein de sujets. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je voulais vous partager ces réflexions. Bonjour Justine. Bonjour Alice. Ça va ? Oui, ça va très bien et toi ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Justine Timon. Aujourd'hui j'ai 23 ans. Et j'ai commencé la danse à 5 ans, comme beaucoup de petites filles. C'était pas mon initiative, c'était l'initiative de ma mère. Et j'ai commencé par le classique, j'ai fait une dizaine d'années de classique jusqu'à à peu près 14 ans. Et puis ensuite j'ai commencé le jazz, parce que c'était l'âge où on pouvait commencer le jazz dans mon école. Et ensuite j'ai rapidement su que je voulais faire de la danse mon métier. Vraiment c'est quelque chose, au collège je savais déjà que je voulais faire de la danse dans mon métier. J'ai voulu postuler au conservatoire pour faire le sport-études. Puis j'ai pas été prise, ils ont principalement pris des personnes des jeunes filles qui venaient déjà de conservatoire. Ouais. Moi je sortais d'une école, j'avais absolument pas le même bagage technique. Donc voilà, ce fut littéralement la première claque d'audition à 15 ans. Mais au final, ça m'a apporté autre chose. Et du coup, pendant tout mon lycée, j'ai continué à prendre des cours dans la même école. Donc je faisais du classique, du jazz, j'avais une petite dizaine d'heures de cours dans la semaine. Et par contre, à toutes les vacances, je partais en stage intensif. Donc je partais dans toutes les villes où je pouvais avoir des contacts pour m'héberger, parce que du coup, les stages intensifs de danse, c'est assez onéreux quand même. Et du coup, toutes les vacances, quasiment, je partais faire des stages intensifs. C'était ma manière à moi de me rassurer et de combler en fait ce manque technique, de découvrir d'autres matières, de découvrir d'autres professeurs. Donc c'est là où j'ai pu découvrir Alain Grutadoria, Angelo Monaco, des personnes qui m'ont inspirée pendant longtemps. Donc voilà, donc je suis allée chez James Carles, je suis allée à Lyon, je suis allée... pas mal de stages. Et puis vient la terminale. Donc où là j'ai passé une audition pour une école qui s'appelle Ardence International à Toulouse et dans laquelle j'ai été prise pour une prépa EAT. J'étais pas seule, j'étais avec une amie de l'école aussi qui voulait faire de la danse son métier. J'ai fait cette année à Toulouse à Ardence International. C'était pour moi une super formation parce que c'était vraiment pluridisciplinaire. J'avais un tiers de classique, un tiers de jazz, un tiers de contemporain. Donc contemporain que moi je découvrais complètement. Vraiment, c'était une grande découverte, j'en avais jamais fait. Et ce qui fait que au début de l'année, tu dis pas quel EAT tu souhaites passer, parce qu'en fait, les 3 disciplines sont travaillées au même niveau.
Donc en ça, moi j'ai trouvé ça très bien pour une première année d'études. Et ensuite, j'ai pas eu mon EAT la première fois. Bon, en même temps, j'ai débarqué à 18 ans, voilà. Et ensuite, je suis revenue à Nantes pour faire une deuxième prépa EAT que j'ai fait dans l'école d'Adeline Miller. Où là, c'était vraiment classique jazz contemporain aussi, mais il y avait vraiment, c'était très axé jazz. Donc voilà, et puis j'ai obtenu mon EAT, suite à quoi je suis partie en diplôme d'état au Pont Supérieur pendant 2 ans, et où là, ça a été 2 années super. Enfin, moi, j'ai adoré faire ces 2 années d'études au Pont Supérieur. L'apport théorique qu'on a pu avoir en première année et en même temps les créations qu'on a pu faire avec Ivan Alexandre. On a réussi à partir au Québec. Enfin, ça a été super. Et puis ensuite, la deuxième année, c'était l'an dernier, donc premier confinement. Donc j'ai fait la moitié d'année en présentiel. J'ai réussi à faire un tutorat, un stage qui en fait fait partie de la formation. Et puis à la fin du tutorat, on a été confinés, donc du coup ensuite distance. Et puis cette année, je suis en licence, donc à Paris 8, licence 3 à Paris 8 de recherche en danse, enfin qui s'appelle musicologie danse. Et je savais déjà que je voulais faire cette licence parce que pour moi, l'histoire de la danse que j'ai découvert en première année pour les UV théoriques, ça m'a trop intéressée. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais en fait, il y a quelque chose que je veux poursuivre. Je sais pas quoi et je sais pas combien de temps, mais il y a un truc que j'ai envie d'aller voir et je sens que c'est là-bas. Donc j'ai postulé, j'ai été prise et puis me voilà en licence cette année. Ok, trop cool. Est-ce que t'as d'autres loisirs? C'est une question que je pose souvent parce que ça m'intéresse de savoir si les gens qui font beaucoup de danse ont le temps et ont de l'intérêt pour d'autres loisirs. Donc est-ce que t'as d'autres petites passions, je sais pas comment on peut appeler ça, mais... J'adore le cinéma. D'ailleurs, j'en ai fait le sujet de mon mémoire en deuxième année de diplôme d'état. Ouais. Parce qu'on a un mémoire à faire au Pont Supérieur. Donc voilà, vraiment j'adore le cinéma des années 70, j'adore. De là à dire que c'est une passion, je pourrais pas le dire parce que je suis pas assez connaisseuse pour me dire passionnée, mais j'adore ça. J'aime beaucoup les bandes dessinées, ça aussi. Et ensuite, sportivement parlant, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de loisirs à côté. J'ai jamais fait que de la danse. Voilà, c'est un truc, course à pied, multisport, des sports auxquels on avait accès parce que je viens d'une toute petite ville, donc voilà. Et sinon, aujourd'hui, je cours. Ok. Après quoi, je ne sais pas, mais je cours. Donc voilà, ouais, je cours et je fais du yoga. Ouais. Voilà, on va dire que c'est plus c'est des loisirs, voilà, ouais, des activités, grosso modo, mais des choses aussi. Disons qu'aujourd'hui, mes loisirs sont aussi en relation avec la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et au vu de la situation actuelle, j'ai plus envie de faire du sport en extérieur qu'un sport en intérieur. Ça, c'est indéniable. Ok. Est-ce que tu peux parler de la relation que tu as avec ton âge en lien avec les formations que tu as faites et la formation que tu fais actuellement? Ouais, dans le sens où est-ce que tu as senti que l'âge c'était un caractère qui pouvait jouer dans ce que tu as fait? Alors oui, enfin, la relation avec l'âge, elle est un peu compliquée, moi je trouve, dans le milieu de la danse. C'est quelque chose qui a beaucoup joué sur mon parcours parce que justement quand je faisais au lycée tous ces stages intensifs, alors il y avait vraiment 2 discours, que si je voulais me spécialiser en classique, j'étais trop vieille, littéralement trop vieille comparée à mon niveau. Et si je voulais me spécialiser en jazz ou en contemporain, j'étais trop jeune. Parce que pas assez mature, pas assez d'expérience. En fait, d'un côté, j'étais considérée comme l'âge dépassé, c'est-à-dire j'avais la puberté qui était passée, donc j'avais l'âge où tu pouvais moins bien t'assouplir. Enfin, il y avait un truc corporel où j'avais dépassé un stade et qui, dans l'esprit des professeurs de classique que j'ai pu avoir, c'était l'âge dépassé, sentence irrévocable. Voilà, vraiment. J'ai eu une expérience pas très joyeuse, un échange avec une prof lors d'un stage où en fait je lui ai dit que je voulais être prof de danse et puis dans mon idée je voulais passer le AT classique. Vraiment, parce que j'étais passionnée de classique, j'adorais ça. C'est une sensation pour moi, les cours de classique, j'aime beaucoup ça. Et littéralement elle m'a dit, yeux dans les yeux, j'avais 16 ans, elle m'a dit mais jamais de la vie tu seras prof. Et alors là, à 16 ans, la pilule, elle est un peu dure à avaler, sachant que toi, tu passes toutes tes vacances scolaires à trimer pendant que les autres sont dehors. Toi, tu fais le choix
d'aller prendre des cours de danse, voilà. Et du coup, parce qu'elle m'a dit, bah non, mais t'es trop vieille en fait. Genre, tu peux plus te spécialiser en classique. C'est mort en fait. Genre, t'es pas assez souple pour ton âge, t'es pas assez. Mais du coup, l'âge était le facteur qui faisait que c'était plus possible. Et 1 an après, je suis allée prendre un cours dans le centre James Carles et j'ai rencontré une prof dont j'ai été incapable de retrouver le nom après parce qu'elle n'était pas prévue à ce stage. Et j'ai eu une conversation sur le chemin du retour avec cette prof. Pareil, j'avais 1 an de plus, j'avais 17 ans. Et puis moi, j'avais gardé en tête ce truc de mais non, mais je suis trop vieille. Et elle m'a regardée dans les yeux, elle m'a dit mais Justine, mais est-ce que tu te rends compte qu'en fait, tu es un bébé? Tu es un bébé dans le milieu de la danse. Ouais. Parce qu'en fait, elle était pas sur la performance physique, mais son cours était sur la performance physique, il n'y avait pas de souci sur ça. Mais il n'y avait pas de souci pour le corps vieillissant, qui à 17 ans n'est pas du tout un corps vieillissant. 17 ans quoi. Ouais. Et elle m'a dit mais non, tu es une enfant encore. Ouais. Genre il n'y a pas de souci, tu vas évoluer, tu vas apprendre des choses, tu vas rencontrer des gens. Et du coup au moins ça m'a réconciliée avec ce truc de dire bah ok, j'ai passé la puberté mais en même temps bah je peux quand même faire quelque chose dans la danse quoi. Mais voilà, il y avait ce truc de l'âge. C'est un truc quand même qui m'a marqué. Après, une fois en formation pro, c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Ça a été plus avant la formation professionnelle parce qu'une fois entrée en formation professionnelle, je sortais du lycée et en fait, j'étais plutôt dans les âges... jamais été la plus jeune, jamais été la plus vieille. L'âge moyen, clairement, j'étais dedans. J'ai moins eu ce problème d'âge, en fait, en formation professionnelle. Et puis, mais même jusqu'à aujourd'hui, en licence, l'âge va de 19 ans à je ne sais quoi. Mais on sent bien que le corps vieillissant, c'est un truc où dès le plus jeune âge, en fait, parce que moi, on m'a bassiné avec l'âge, en tout cas en formation classique, on m'a bassiné avec l'âge dès mes 16 ans. Ok. Est-ce que tu peux, pareil, parler de la relation que tu as avec ton genre, qui je présume est féminin, en lien avec, pareil, les formations que tu as faites et là où tu en es aujourd'hui, dans le sens où est-ce que, pareil, c'est un caractère qui a pu influencer quelque chose ou pas? Alors, je sais que la question s'est posée déjà quand on était en association, quand j'étais en association dans mon école. Parce que on faisait des galas qui avaient des histoires. Donc dedans, il y avait des personnages. Donc en fait, il y avait des rôles. Ouais. Les personnages étaient tenus, les élèves tenaient des rôles. Ce qui fait que quand t'étais un garçon dans notre école, bah, tu sais que tous les ans, t'avais un rôle. Tous les ans, t'étais mis en avant. Parce qu'en fait, à l'âge adulte, ils étaient quoi 3, 2, ça dépendait. Donc quand nous, entre filles, quand les rôles entre guillemets étaient distribués, on était un peu stressés de se dire il n'y avait pas d'audition ni rien. Mais il y avait un truc de se dire, je sais que la prof faisait très attention à se dire bah ok, je répartis les rôles en disant si une personne a eu un rôle l'an dernier, je vais pas la mettre en rôle cette année par exemple. Voilà, il y avait un partage mais très très bien de la part de la prof. Mais c'est sûr que quand t'as le choix entre 3 garçons, t'as le choix entre 3 garçons. Donc après, en même temps, personne n'est... Là, tu peux blâmer personne, dans tous les cas. T'as besoin de rôles masculins, t'as seulement 3 garçons, t'es obligé de les choisir, tu vas pas aller en prendre dans la rue, tu vois. Mais ce qui fait qu'en même temps, il y avait ce truc où... on a eu plusieurs fois des conversations avec les garçons de l'école, même plus âgés, parce que du coup j'ai fait des interventions dans les galas, même quand j'étais en formation professionnelle, où même à un moment, les garçons en avaient marre d'être mis en avant. Parce que en fait, t'as plus le même plaisir. Nous, en tant que filles, c'était un plaisir, mais être mis en avant, avoir un rôle dans le gala de fin d'année, c'était un truc, c'était la consécration de tout un travail. Alors que les garçons, il n'y avait pas de... Oui, ils étaient toujours très contents le jour du spectacle, parce que t'es mis en avant le jour d'un spectacle, t'es content. Mais en même temps, t'avais pas ce truc de travailler dur, de te dire mais oui, je le mérite pas, enfin voilà, il y avait quand même quelque chose. Donc disons que c'est quelque chose dont on s'est posé la question, dont on a commencé à parler rapidement, en tout cas dans mon école. Cette différence entre les élèves garçons, masculins, et les élèves féminins. Après, en formation professionnelle, c'est des débats où clairement on sait qu'il y a des quotas. On le sait, que t'es un jeune homme qui va passer l'EAT, si tu fais les pourcentages entre les hommes qui postulent à l'EAT, les femmes qui postulent à l'EAT, tu fais ensuite le pourcentage de ceux qui sont admis et ceux qui ne le sont pas, tu le sais quoi. C'est quelque chose où... moi j'ai pas la sensation dans mon parcours d'avoir été pénalisée ou d'avoir été victime de ça. Voilà, de manière tout à fait honnête, et j'en suis très chanceuse. En même temps, j'ai fait peu d'auditions. Mais en même temps, c'est quelque chose où je sais très bien que ça plane en fait. Un peu comme un toit de verre. Tu sais qu'en fait, toi en tant que femme, tu n'es pas une danseuse exceptionnelle, mais du genre surnaturel.
Enfin, si tu es juste une danseuse, enfin avec un grand D, en fait t'arrives même pas à la cheville d'un danseur. Et ça, je pense que pour certains c'est quand même très compliqué parce que quand tu t'acharnes pour certaines choses, voilà. En fait c'est un truc dont je me pose la question vu qu'aujourd'hui je suis en recherche, beaucoup plus d'hommes dans notre formation que moi j'ai pu avoir dans mes formations professionnelles. Voilà, en recherche on voit bien, il y a plus de personnes masculines. Et à côté de ça, je me suis posé la question, bah voilà. Imagine un jour, tu veux proposer un projet, tu fais un appel à candidature, un appel à bourse, un appel à je ne sais quoi. Et ben en effet, si t'as un garçon qui te passe devant, alors que toi tu juges que le projet entre guillemets est moins... Enfin, en fonction de ce pourquoi le garçon t'est passé devant, je pense que ça peut être compliqué. Ou c'est pareil, si un jour j'ai envie d'enseigner si un jour j'ai envie d'enseigner en études supérieures, et je sais que c'est quelque chose qui peut vraiment m'arriver de me dire bah oui, potentiellement il y a des garçons qui vont me passer devant, et en même temps j'en ai absolument pas envie. C'est un truc où voilà, genre au vu de mon parcours, de là où j'en suis aujourd'hui, je me pose beaucoup plus la question due à éventuellement au-delà d'être danseur, parce que du coup là aussi on découvre un monde avec la recherche où du coup on a accès à potentiellement d'autres métiers, et où à mon avis les questions se posent pareil. Je pense que si on fait, même si nous on a des enseignants qui sont à majorité féminine, je pense que quand tu postules à certains postes, même si c'est de la recherche en danse et que la danse étant catégorisée comme une activité féminine, je pense que malheureusement la part d'acceptation des recherches masculines est plus... Dans le sens où plus on monte en grade, on va dire, Ouais. plus il y a d'hommes. Bah c'est ça. Moi je connais peu de directrices de centres supérieurs. C'est voilà, enfin je veux dire, alors nous bah c'est sûr ça peut être démenti parce qu'aujourd'hui le département dans lequel on est, voilà, la directrice du département danse est une femme, mais en même temps le directeur de la licence, enfin le référent de licence est un homme. Enfin je veux dire, je pense que c'est quelque chose vers lequel on va, le fait de libérer, même d'ailleurs employer ce terme de libération, c'est très étrange quand même, mais voilà, je connais quand même plus de directeurs d'établissements hommes. Mais voilà, mais un centre supérieur, on peut en nommer plein. Enfin, bon, je peux nommer des centres de danse supérieure. Ok, donc par exemple un centre de danse supérieure, Rico Doms, James Carles, Wayne Barbast. Voilà, on n'est que sur des hommes qui ont chorégraphié ou qui ont créé des centres chorégraphiques. Alors que des femmes qui ont créé des centres chorégraphiques, bah il y en a pas énormément. Toi et moi, qui ont créé ou qui sont à la tête qui ont créé et qui aujourd'hui sont à la tête, par exemple. Mais c'est pareil, ce serait quelque chose d'intéressant. Les CCN sont dirigés par combien d'hommes ou combien de femmes ? C'est quelque chose, voilà, où plus on monte en grade, mais c'est quelque chose où aujourd'hui, moi, j'ai pas encore été confrontée à ce toit de verre. Ouais. Voilà. C'est moi, un truc dont t'as l'impression d'être un peu témoin. J'ai l'impression d'en être témoin. En même temps, aujourd'hui, j'ai pas de preuves à apporter. C'est une sensation. C'est un sorte de ressenti quand même, où on sent que t'es quand même plus considéré quand t'as un projet artistique et que toi tu es un homme. Je sais que c'est des propos qui peuvent être vraiment démentis, voilà. Ils peuvent être démentis par plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire mais non, regarde tel projet et par tel chorégraphe, ça. Mais en même temps... Après, si c'est une sensation, les sensations elles naissent pas pour rien, tu vois. Oui, voilà. Et puis de la sensation, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que t'as cette sensation ? Ok, d'accord, bah là tu vas chercher quoi de la sensation, tu fais potentiellement une étude sociologique de qui a tel métier à responsabilité dans le milieu de la danse. Voilà, j'ai lu un texte super intéressant dont je n'ai évidemment plus le nom de l'auteur, mais qui a fait une étude du dictionnaire de la danse. Voilà, elle a fait une étude du dictionnaire de la danse, donc dictionnaire qui a été quand même fait par 20 collaborateurs, et enfin une vingtaine en tout cas. Et donc du coup, dans le dictionnaire de la danse, t'as toute une partie qui recense en fait les grands noms du milieu de la danse. Et alors là, si tu fais le pourcentage, enfin elle le dit en chiffres, hein. Donc historiquement, tous les grands noms de l'histoire de la danse, et bah t'as quand même pas beaucoup de noms féminins. Impressionnant. Donc là, on est sur des études concrètes, tu vois. Le dictionnaire de la danse, il a été refait récemment, réédité, et bah quand même. Hein. Ok, d'accord. Est-ce qu'à un moment, quand tu t'es formée, et là aussi encore aujourd'hui, enfin en fonction de ce que tu fais, est-ce que t'as eu l'impression, ou peut-être pas parce que c'est pas arrivé, qu'à un moment donné t'as basculé dans une autre étape où tu t'es dit là ok je suis en train de me professionnaliser, là ça devient sérieux,
là je suis rentrée dans autre chose, j'ai franchi un cap, ou est-ce que c'est pas forcément quelque chose que t'as... J'ai ressenti le fait d'être en voie de professionnalisation en entrant en études, mais en voie. D'accord. Genre de travailler vraiment, de passer ta semaine pour ensuite te professionnaliser en tant que danseuse. Et ça c'était quand? Quand t'étais en format Quand EAT? je suis partie en formation EAT. Ouais. Voilà, juste j'étais en voie de me professionnaliser en tant que danseuse. Voilà, parce que du coup, il y avait ce quota d'heures où en effet, quand tu fais entre 20 et 25 heures de danse par semaine, voilà. Et en même temps, ce sont tes études, c'est ce que tu fais. Comme quelqu'un qui va faire des études de droit, il est en voie de se professionnaliser en droit. Donc voilà. Ensuite, que je suis passée en diplôme d'État et que du coup c'était une formation pédagogique, je sais que j'étais en voie de me professionnaliser, mais pédagogiquement. Et en même temps, là, c'est quelque chose que moi j'ai ressenti au Pont Supérieur où, en fait, quand bien même c'est une formation pédagogique, ils essayent au maximum, enfin ils essayent de nous faire sentir artistes. Et ça c'est quelque chose où je pense que toutes les formations pédagogiques ne le font pas. Eux ils le font par exemple à travers un exercice qui s'appelle le regard d'artiste, à travers par exemple le mémoire où en même temps tu interroges quand même ta part d'artiste dans ta pédagogie, dans tes variations de fin de cours. Où en même temps, ils ont envie de voir quelqu'un qui danse, pas quelqu'un qui est en train d'apprendre de la technique, mais quelqu'un qui danse vraiment. Et en même temps, théoriser ta danse, c'est quelque chose qui est vraiment délicat. Enfin, je dis théoriser pour la pédagogie, se dire ok, d'accord, je suis censée l'apprendre à quelqu'un. C'est un peu difficile comme question parce que aujourd'hui, on dit dans les fameux on dit avec plein de mille guillemets, on dit que quand on a le AT, logiquement on passe au cap danseur professionnel. Comme si l'examen d'aptitude technique, c'était le cachet. Ok, vous êtes diplômé danseur professionnel. Mais en même temps, tout dépend de... aujourd'hui, je me sens pas vraiment danseuse professionnelle dans le sens où je ne vis pas financièrement aujourd'hui. Je ne suis pas en train de vivre de ma professionnalisation en danse. Je ne suis pas danseuse en compagnie qui vit de ça. Et en même temps, je danse dans une compagnie dans laquelle je mets toute mon énergie. Donc, on va dire que aujourd'hui... C'est une question compliquée, hein. Mais ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que tu distingues amateur, enfin toutes les appellations qu'on peut facilement trouver, amateur, semi-pro, pro, danseur, interprète, prof de danse, chorégraphe. Est-ce que pour toi, est-ce que tu peux parler un peu de comment tout ça fait sens ou pas pour toi et où est-ce que toi tu te trouves, tu vois? Ah bah oui, c'est... Aujourd'hui, par exemple, en sachant que, par exemple, on prend cette année. Je suis diplômée du diplôme d'État, donc du coup, je suis professionnellement apte à donner des cours, donc à être une pédagogue. Je suis en études de recherche. À côté de ça, je danse dans une compagnie professionnelle qui certes est bénévole, mais reste professionnelle. Donc du coup, avec tout ça, tu te dis comment ne pas te considérer comme danseur professionnel en sachant qu'en même temps, tu vas enseigner la danse à des personnes. Donc du coup, logiquement, tu n'es pas censé, entre guillemets, être un danseur amateur si tu es en train d'enseigner à des amateurs ou même à des personnes qui sont en voie de professionnalisation, imaginons. Donc c'est une question un peu vaste et compliquée et tout dépend de la définition qu'on met au-dessus. Elle est très floue. Mais c'est comme la définition d'artiste. Enfin, je veux dire, ouais. c'est des définitions qui sont très floues. En fait, j'aurais envie de dire que si je me cantonne à en même temps les études que j'ai faites, logiquement, je suis censée être danseuse professionnelle. Ok. Voilà. Si je me cantonne aux études que j'ai faites... Parce que pour toi, c'est quoi danseuse professionnelle? C'est une personne qui fait de la danse son métier. Ok. Pour moi, c'est ça. Donc il y a un côté lucratif ou pas forcément? Un minimum. Il y a au moins, si c'est pas le côté lucratif, il y a un côté reconnaissance. Ok. Qui passe par quoi? Qui passe par le fait de les personnes extérieures qui voient en fait ce que tu fais ou la reconnaissance de ce que tu fais. Avec des projets, enfin... Ouais. Qui soit... que ce soit toi qui les aies mis en place ou que ce soit une autre personne que toi, tu sois participante. Mais en même temps... si je faisais tous ces projets aujourd'hui et que j'étais pas diplômée, je me sentirais pas danseuse professionnelle. Pour moi, il y a quelque chose du diplôme qui ressort quand même dans la professionnalisation, qui est du coup une définition extrêmement scolaire. Hein, je veux dire, c'est une vision des choses très scolaire du coup. Ok. C'est comme se catégoriser chercheur en étant en études de recherche, chose que je ne suis pas aujourd'hui. Mais Et toi, t'as passé ton DE parce que t'avais vraiment envie d'enseigner ou parce que... Enfin, et où parce qu'il y avait aussi ce côté un peu qui est pas du tout blâmable, hein,
un peu sécurité pour peut-être pouvoir après aller ailleurs ou Non, non, j'avais vraiment envie d'enseigner. D'accord. Ouais, je suis rentrée en diplôme d'État, j'avais vraiment envie d'enseigner, c'est quelque chose. Moi, à la base, quand je suis entrée en études de danse, je voulais être professeure de danse. Voilà, je voulais enseigner parce qu'en même temps, mais ça c'est quelque chose aussi, on m'a tellement rabâché pendant ces fameux stages au lycée, on m'a tellement rabâché que j'étais trop vieille pour être danseuse, que du coup, je me suis réfugiée dans le professorat et parce qu'en même temps, j'ai toujours aimé ça. Voilà, c'est quelque chose. T'as passé ton EAT pour ça ? J'ai passé mon EAT pour ça. Pour moi, dans ma tête, l'EAT servait au diplôme d'État et... D'ailleurs, pourquoi tu l'as passé en jazz ? Parce que j'ai été formée au jazz et que j'ai découvert le contemporain très tard et je me sentais pas légitime de passer l'EAT contemporain en ayant seulement 1 an, 2 ans de formation de contemporain. J'avais pas le... Légitime en mode j'ai pas le niveau. Le bagage nécessaire, le bagage nécessaire pour pouvoir... Dans le sens où tu pensais que t'aurais pas le niveau pour avoir cet examen ou même vis-à-vis du contemporain et de toi-même, tu te sentais pas légitime Les deux. Ouais. Ouais, les deux. Et puis vraiment, la première année, dans tous les cas, quand j'étais à Toulouse, du coup, j'avais vraiment la possibilité de... Même le classique, que c'est un truc dont tu parles. Bah alors, le classique, il y avait un problème de pointe. Ah oui, ouais. Qui reste quand même un des problèmes majeurs du classique. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, mis à part si t'as plus de 35 ans, tu ne peux pas passer le AT classique sans pointe. Mais du coup, non, le classique, en fait, c'est une idée que j'ai rapidement abandonnée, vraiment. Comme quoi, il y a quand même, mine de rien, des séquelles de ces fameux stages où on m'a rabâché l'âge. Il y a des choses où, en fait, il y a quand même des rêves qui se sont éloignés. Et le jazz, il y avait quelque chose où c'était ma formation. J'aime énormément ça. Je suis très attachée aux comédies musicales. C'est un registre que j'aime énormément, que je chéris. Voilà, et la sensation de danser du jazz, c'est une sensation interne, quoi. Ça me fait... Je bouillonne, quoi. Ouais, ça te parle. Ah ouais, vraiment. Pas tous les cours de jazz, parce que c'est pareil, il y a autant de cours de jazz qu'il y a d'enseignants. Ouais. Mais vraiment, ça bouillonne à l'intérieur. Et du coup, le contemporain, j'y trouve quelque chose, mais c'est pas aussi intense. Aussi fort, ok. Voilà, il y a un truc intense, sensoriel. Ouais, ok. Genre par exemple, si t'es en soirée et qu'on te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis quoi ? Je fais de la recherche en danse. Tu dis ça maintenant ? Ouais. Tu dis pas que t'es professeur ou Alors généralement, vu que les personnes ont le regard vide lorsque je leur dis que je fais de la recherche en danse, surtout que c'est quelque chose qui s'est su dans mon entourage, comme quoi je passais les diplômes pour être professeur de danse, parce que voilà, mes amis le savent, mes parents le savent, ma famille, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est très peu compréhensif. Voilà, aussi je pense que... moi, je suis dans un milieu où j'ai très peu de personnes autour de moi qui sont dans le milieu artistique. J'en ai, mais c'est pas la majorité. Donc c'est quelque chose où en même temps, tout le monde visualisait mon circuit en mode... ok, elle passe tous les diplômes pour être prof, elle va passer le diplôme de professorat qu'elle aura, et ensuite elle va enseigner. Donc ce qui fait que quand en fait j'ai switché vers la licence, les gens en fait ils étaient pas du tout prêts à ça. Oui, voilà. Et c'est un truc où pour eux, ça s'accompagne très souvent de... Mais en fait, ça sert à quoi la recherche ? Et donc du coup, généralement, je leur dis aujourd'hui que je fais de la recherche en danse. Parce qu'en même temps, c'est un truc, voilà, ça vit en moi, je me le questionne tout le temps. Et en même temps, je leur dis que je suis diplômée d'État, de professeur de danse jazz, mais que voilà, j'avais envie de poursuivre, de questionner ma pratique, quoi. Ok. Donc généralement, je me qualifie de professeur. Ouais. Et en même temps, ça dépend de quelle casquette je prends. Parce que quand je parle au nom de la compagnie, par exemple, je me sens pas professeur quand je danse dans la compagnie. Je me sens pas professeur de danse quand je danse dans la compagnie. Parce qu'en même temps, c'est pas moi qui enseigne, c'est pas moi qui chorégraphie. Je me sens danseuse. Et est-ce que tu dissocies... Est-ce que pour toi, si t'es professeur, t'es forcément danseur ? Et si t'es chorégraphe, t'es forcément professeur et ou danseur ? Et est-ce que tu dissocies tout ça ? Ou est-ce que tu penses que... Moi, je suis assez libre avec ça parce que je pense que ça dépend des capacités de chacun. Il y a des chorégraphes qui sont pas danseurs, ça se sait. Il y a des enseignants qui ont été danseurs mais qui aujourd'hui ne sont plus capables de danser. on en connaît, des profs qui, physiquement parlant, c'est compliqué. Et en même temps, pour moi, ça dépend de la pratique du corps que tu peux avoir, quoi. Donc, danseur pour toi, c'est quand t'as une pratique du corps qui est genre... Ouais, une pratique du mouvement, ouais. Que tu sois diplômé de ça ou pas. Ouais. D'accord. Et en même temps, c'est des choses qui sont... c'est des sujets qui sont tellement remis en question aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, n'importe qui peut te dire je suis danseur professionnel. Et en même temps,
t'as envie d'y croire, mais en même temps, t'as envie également que la personne, c'est tellement un statut, le danseur professionnel. C'est un truc, ça fait rêver le danseur professionnel. Tu dis ça à une personne lambda, je suis danseuse professionnelle. La personne, elle pense directement que tu es à l'Opéra de Paris, tu vois. Non, mais c'est vrai. Moi, mon ostéo pense encore que je fais du classique et des pointes. Enfin, je veux dire, voilà, parce que lui me considère comme sportive de haut niveau, danseuse professionnelle, parce que en effet, moi, je me considère pas forcément comme danseuse professionnelle, parce que aussi je me compare à des personnes qui ont des carrières de danseurs professionnels et je me sens pas légitime de me sentir danseuse professionnelle, mais en même temps, des personnes qui ne voient pas, des personnes qui sont extérieures au milieu de la danse me considèrent comme danseuse professionnelle. Voilà, donc il y a aussi un truc de où est-ce que tu te places, dans quel milieu tu es. Et de toi-même par rapport à toi-même, du coup. Ouais, voilà. Danseuse, de toi-même par rapport aux autres, en fait. Tu parles avec une danseuse, je sais pas, une danseuse d'Angelin Prel-Jocage. C'est difficile de lui dire que t'es danseuse professionnelle au même niveau qu'elle ou que lui. Et en même temps, tu parles à ton ostéo, et en effet, quand tu lui décris toutes les heures de danse que tu fais, il va te demander, mais attends, je pense que tu es danseuse professionnelle. Moi, je te qualifie comme danseuse professionnelle. Et toi, tu penses quoi? Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Okay. Et ça dépend de l'activité que j'ai. Ça dépend de comment je me présente face à la personne. C'est compliqué en tout cas. Ouais, c'est une définition qui est un peu compliquée. Et en même temps, c'est un peu bizarre hein, de se dire je mets la casquette de quelqu'un. Mais en même temps, je pense que c'est une façon de compartimenter les choses et de se présenter. Peut-être parce que c'est encore tellement flou dans ma tête que du coup, j'ai pas envie de me qualifier. En fait, c'est surtout, je pense que j'ai pas envie que les gens me mettent une étiquette où moi, je me sens pas légitime de porter cette étiquette. En fait, il y a ce truc aussi de se dire... Oui, voilà. En fait, ce truc de légitimité, c'est vraiment une question qui m'interroge, qui me tracasse. Et en même temps, c'est seulement pour moi, parce que je questionne rarement les gens en disant « Mais non, mais elle est pas danseuse pro ». Je questionne rarement les gens sur ça. Qui se disent... Ouais, parce qu'en même temps, ça dépend de comment tu te sens. Enfin, je veux dire, j'ai rencontré des personnes dans le milieu de la danse qui avaient le physique d'un banquier, mais qui étaient danseurs professionnels. Et puis dire, c'est... physique d'un banquier. Bah ouais, non, mais vraiment, c'est... Mais en tout cas, j'ai pas envie qu'on me colle une étiquette que moi, je suis pas légitime de porter. Donc, j'amoindris, moi, ma place dans le professorat... Enfin, pas la professionnalisation de la danse. Ok. Donc, disons que je me mets de côté à côté d'elle. Mais je la regarde, hein. Pour moi, c'est un peu l'étoile qu'on veut tous atteindre. Et en même temps, là, je suis tellement en train de découvrir autre chose que ça me touche de moins en moins. Okay. Mais ça n'empêche pas que danser reste ma vie. Ouais. Mais en même temps, à quoi ça sert de se qualifier de danseur professionnel, officiellement? Je sais pas. C'est pour ça que je pose la question. C'est un truc où... je pense que, aussi grâce à la licence que je suis en train de faire aujourd'hui, où en fait je remets en question, mais surtout je remets ce côté élogieux du statut, tu vois. Juste en fait, si aujourd'hui on me demande mais t'es danseuse professionnelle, il y a des fois où je dis oui pour faire plaisir à la personne et pour couper court à la conversation. Non mais c'est vrai, soyons honnêtes, parce que quand t'es face à une personne qui... Soit tu sens que la personne, en fait, elle est entre guillemets apte à comprendre ton chemin de réflexion. Dans ces cas-là, carrément, moi, je suis partante pour en parler. Mais quand tu sens que la personne, elle a directement envie de te coller une étiquette, bah écoute, colle-moi une étiquette pendant la soirée, voilà. D'accord. Mais en même temps, viens pas me demander d'aller sur la piste de danse parce que je t'ai dit que j'étais danseuse professionnelle. Bah non, mais c'est vrai, ça, voilà. C'est vrai, il y a un truc, mais non, mais il y a un truc comme ça aussi de... Parce qu'à partir du moment où tu dis aux gens que tu es danseur professionnel, les gens, ils ont une attente. Et moi, j'ai peur de cette attente, tu vois. Parce qu'en même temps, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement différent. La danse de soirée, et quand je suis en studio, je ne me sens absolument pas dans le même état de corps. Enfin, je ne suis pas à l'aise de la même façon. Voilà, c'est... Le truc de... Est-ce que je me sens danseur professionnel? Je sais pas. Aujourd'hui, franchement, si je devais le résumer en une danseuse phrase... ou autre chose, hein, mais... Ouais, non, mais... Aujourd'hui, je me sens professionnelle de pas grand-chose, mais peut-être parce que aussi j'ai pas envie de me sentir professionnelle de quelque chose. Juste aujourd'hui, en fait. Ok. Donc, voilà. Parce que aussi, je suis encore étudiante. Et que tant que je suis étudiante, j'ai pas trop envie de me qualifier, de cocher une case en disant à Pôle emploi je suis de tel bord ou pas, quoi. Ok. Et est-ce que, par rapport à tout ça, tu t'es parfois confrontée, justement, ça peut être en lien avec ce qu'on disait avant, ou pas, hein, à toi de me dire, au caractère un peu bénévole du danseur ou de la danseuse en voie de professionnalisation, dans le sens où souvent, il y a sur différents types de diffusion,
il y a des appels à projets pour, je sais pas, des clips, des tournages ou des photos ou que sais-je, ou même des projets de danse. Et j'ai l'impression que c'est assez fréquent que des danseurs ou des danseuses, qui se disent ou pas, hein, danseurs ou danseuses, mais en tout cas que des gens qui se forment à la danse, participent à ces appels-là, et en sachant qu'ils vont pas être rémunérés. Il y en a aussi qui participent pas parce qu'ils savent qu'ils vont pas être rémunérés. Il y a des projets aussi qui sont rémunérés, mais c'est un peu plus rare, j'ai l'impression. Tu penses quoi de tout ça? Est-ce que c'est un truc que tu as vécu, traversé? Bah, du coup, c'est quelque chose que je vis avec la compagnie dans laquelle je danse. Ouais. Ou en même temps, il y a ce truc d'être... Par exemple, quand on m'a proposé de danser pour cette compagnie, moi j'ai dit oui direct. Parce que il portait un message qui pour moi résonnait. Voilà, je sentais que ce projet correspondait à mon idéologie, à mes idées. Voilà. Et je savais très bien que ça allait pas être payé. Je savais que moi j'allais y mettre de l'argent, mais rien que les trajets, hein. Mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, en tout cas je parle pour cette compagnie, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Vraiment, voilà, il y a ça. Après, par exemple, cette compagnie, elle espère vraiment un jour être rémunérée pour les projets, voilà. Et moi, bien sûr, avec grand plaisir, mais dans le sens où ça prendra une autre dimension. Moi, ça prendra une part complètement différente dans ma vie aussi. Je le considérerais à la fois comme une passion, à la fois comme un plaisir, mais également comme un travail. Et ça prendra un autre statut. Je pense que ça dépend des projets et de l'importance que tu y mets dans ta vie. Aujourd'hui, moi, la compagnie dans laquelle je danse, j'y mets beaucoup d'importance. Vraiment, je soutiens cette compagnie à fond. Vraiment, non, mais je soutiens les projets. Mais du coup, je sais que le jour où ce sera rémunéré, bah voilà, ça prendra une autre place dans mon emploi du temps, dans ma vie, je la considérerais différemment. Voilà. Après, moi, je suis pas contre les projets de bénévoles, la preuve, parce que du coup, ça fait... Ouais, et en même temps, tout dépend du statut, parce que généralement, t'es bénévole pour quoi? Pour une association, t'es bénévole pour une action, pour quelque chose. Et puis du coup, bah, moi, aujourd'hui, je me sens bénévole parce que c'est au sein d'une compagnie, c'est au sein d'un projet, c'est... voilà. Et encore, le dernier projet qu'on a pu faire, on a été défrayé, donc ça, bah, mine de rien, bien sûr, c'est super, quoi. Mais si la compagnie continue, même s'il n'y a pas de rémunération, je la lâcherai pas. Enfin, genre... En fait, je pense que aussi, ces projets, au-delà d'être rémunérés, moi, ils me nourrissent d'autres choses. Et c'est là aussi où j'y trouve... Ton compte. Ouais, j'y trouve mon compte dans... bah voilà, t'ouvres les yeux sur d'autres sujets, tu rencontres d'autres personnes, c'est des autres manières de danser ou de participer autrement, c'est... Voilà, enfin, c'est... Regarde ce podcast, non mais vraiment, on n'est pas rémunéré pour ce podcast, et puis je me suis même pas posé la question de me dire « Oh ouais, mais on n'est pas rémunéré. » Non, non, moi c'est un truc aussi où si on a envie de faire avancer les choses, on est obligé de passer par là. Voilà, c'est un truc, t'es obligé de passer par là. Après, c'est la personne qui gère ce projet, qui, elle, est là pour juger en disant « Je veux que ça reste bénévole parce que ça a des bienfaits sur le bénévolat et tout ça. » Ou alors, je veux que ça se professionnalise. Mais genre, je dis professionnaliser, mais je veux en termes d'argent? Oui, voilà, en termes d'argent. Ça dépend. En fait, c'est parce qu'aujourd'hui, les projets que je fais à côté, c'est pas des projets où... C'est pas des projets où je me dis c'est mon gagne-pain. Et même quand même des fois certains projets vont devenir mon gagne-pain, je pense que je ferai d'autres projets qui ne seront pas mon gagne-pain. Voilà, c'est juste à côté. C'est pas un loisir, hein, parce que je les prends beaucoup plus sérieusement qu'un loisir, parce que ça n'engage pas que moi. Je les prends aussi sérieusement que du travail, parce que je prends du temps, je répète, tout ça. Mais en même temps, il y a un truc où c'est pas mon gagne-pain aujourd'hui, mais par contre ça reste au même niveau. Ok, d'accord. Donc je pense que j'ai besoin de ces projets qui me stimulent en fait et qui me nourrissent d'une autre manière. D'accord. Donc voilà. Ok. J'ai aucune idée de si je réponds à tes questions. Si, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, donc si, ça marche. Est-ce que tu peux parler un peu de ton rapport au corps par rapport à la danse, dans le sens où est-ce qu'il a pu être influencé par rapport à ce que tu as traversé ou pas? Alors, le rapport au corps. Et le lien aussi avec ta tête, ton esprit, avec le corps, tout ça, les potentielles dualités, je sais pas.
Tu veux dire ce que mon esprit veut faire, mais que mon corps ne veut pas faire. Pourquoi pas. Dans ma tête, mon esprit aimerait bien lever la jambe jusqu'à l'épaule, mais mon corps n'a pas encore compris que c'était faisable, par exemple. Ok. Non. Le rapport au corps, c'est... Déjà pour moi, il a fallu comprendre que mon corps allait devenir mon outil de travail. Voilà. Et en même temps, moi, je ne suis pas pour cette dualité le fait de séparer corps-esprit, mais je sais que mon corps, ma musculature, mon squelette, c'est un outil de travail parce que si un jour je me casse le pied, eh ben, je ne pourrai pas travailler. Enfin, voilà, je ne pourrai pas danser en ayant cassé mon pied. Et aujourd'hui, on ne peut pas encore danser seulement avec l'esprit. Je ne peux pas encore faire de projection. C'est un truc qui potentiellement viendra, la projection mentale, mais c'est pas encore fait. Donc déjà, voilà, il a fallu comprendre que si je peux l'appeler machine, que cette machine que j'habite, il allait falloir en prendre soin. Voilà, donc déjà, il y a tout ce truc de prendre soin du corps. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, il y a de quelle manière on en prend soin et jusqu'où ça va, le fait de prendre soin du corps. Parce que plein de personnes dans la danse vont te dire j'ai un rapport compliqué à mon corps parce qu'on m'a toujours dit que j'étais trop grosse, trop maigre, machin pour la danse. Ça, c'est un discours qui revient hyper souvent. Moi aussi, j'ai été confrontée à ça, où on m'a dit fais attention, t'as trop mangé à Noël, faut que tu perdes 5 kilos. Alors que j'avais pas pris 5 kilos à Noël, mais voilà. Et en même temps, il y a toujours ce truc de... C'est lié à la comparaison. La comparaison avec d'autres danseurs, la comparaison... voilà. Et il y a beaucoup... Il y a une distance entre le fait que ton corps soit performant, que tu sois souple, que tu sois musclé, que tu puisses tenir je ne sais combien d'heures de danse, que en même temps ton corps sache se reposer quand il est question de se reposer, chose que personnellement mon corps ne sait absolument pas faire. Ok. Voilà, c'est un truc, il n'a pas compris les heures de repos, mon corps, pas encore. Et en même temps le fait d'en prendre soin. Donc ça c'est un truc un peu compliqué parce que quand on te dit en tant que danseur, mais oui, après une journée de danse, il faut s'étirer, il faut s'assouplir. Aujourd'hui, il y a des recherches qui te disent pas forcément. Voilà, donc là, il y a tout un truc aussi d'études, de dire qu'est-ce qui est le mieux pour le corps, qu'est-ce qui ne l'est pas, et c'est un peu difficile. Pendant toutes mes années de formation, ça a été très compliqué. Maintenant que j'ai pris de la distance avec ma pratique de la danse, contrainte et forcée déjà par le premier confinement, ensuite contrainte et forcée par la situation actuelle et puis les études que je fais actuellement qui fait que j'ai moins de temps pour danser, mon corps déjà il se sent vachement bien. Okay. Après ces 4 ans de danse intensive, mon corps se sent très bien et quand je danse, mon corps il se sent hyper bien aussi. Le fait de plus avoir de cours réguliers, mais ça me manque dans la tête pour me défouler et tout ça, mais mon corps il n'a pas du tout perçu ça comme ça. Il s'est dit mais non mais c'est chouette parce que du coup je me sens bien, si je me fais une élongation un jour, je peux me reposer une semaine après et je suis pas obligée de me coltiner 20 heures ensuite, voilà. Et du coup, je sens qu'il y a un stress en moins. Et stress de la peur de te blesser ou stress ton corps un peu tendu tout le temps dû à l'effort. Ouais, plutôt ce truc de stress, de tension, sur musculature, sur souplesse, sur tout ça. Voilà, parce que il y a des années où j'ai eu vraiment un corps mais surmusclé. Ouais. Mais du coup, mes articulations, elles n'ont pas du tout aimé. Mes articulations, elles m'ont fait no way, même pas en rêve. Le mollet trop musclé, la cuisse trop musclée, mon genou, il a fait 1-1. Ça ne passe pas. D'accord. Je ne passe pas entre ces deux. Tu t'es blessée ? Oui, et du coup, j'ai jamais eu de blessure grave. Okay. Ça, je touche du bois et de la peau de singe. Je n'ai jamais eu d'entorse, je n'ai jamais eu de fracture, je n'ai jamais de blessure vraiment très grave. J'ai juste eu des petits soucis avec les ischio-jambiers, mais je me sens quand même très chanceuse de comment mon corps réagit à ma pratique de danse. Okay. Après, je pense que je te réponds ça parce que j'ai pas non plus envie de rentrer dans ces débats de mademoiselle est trop grosse ou monsieur est trop gros pour danser ou pour ne pas danser. Ouais. Moi aussi, j'ai été sujette à ces réflexions-là, hein, bien sûr. Ok. Mais aujourd'hui, je trouve que, ok, c'est important d'en parler, mais vu que je le vis plus en ce moment, c'est pas une priorité pour moi. Pour moi, la priorité, c'est la santé du corps, absolument, la santé du danseur.
Et c'est quelque chose où, heureusement, il y a des études qui sont faites sur ça. Et en ça, je trouve ça important, hyper important. Le rapport que je peux entretenir avec mon corps, moi j'ai juste envie qu'il se sente bien. Ok. Et tu penses que tu as... Enfin, tu... Ouais, je sais pas si c'est trop dur de dire si tu y arrives ou pas, mais c'est une façon de réfléchir qui a changé. Avant, c'était... ouais. Ah non, mais c'est une réflexion qui a évolué, hein, qui a évolué avec l'âge, quand bien même j'ai que 24 ans, mais qui a évolué, on va dire, avec les années de formation. Je suis arrivée en formation, il fallait que j'éclate tout. J'étais une boule de nerfs qui en plus s'est encore plus tendue. Quand j'étais en formation, il fallait absolument que mon corps soit apte à tout faire. Enfin, je veux dire, je ne pouvais pas. Ça, c'était un truc. Quand je suis arrivée en formation, pour moi, c'était inconcevable le fait que je sois freinée par mon corps. Ouais. C'était pas quelque chose qui était possible. Et en fait, heureusement que j'ai un corps qui est plutôt cool avec moi, parce que du coup, il n'a jamais été blessé. Je sais qu'il y a des gens qui ont été blessés avec ce genre de mentalité. Le fait de dire non, mais je peux quand même y arriver, je peux te faire un écart facial quand bien même j'ai une fermeture du bassin osseuse, donc je ne peux strictement rien en faire. Enfin voilà. Il y a des gens qui sont très très mal avec ce genre de mentalité. Moi, je l'ai eu pendant un certain temps où mon corps ne devait pas être un frein. Donc voilà. Puis généralement, il me l'a rapidement montré. Hein. Quand il était un frein, voilà, soit une petite vertèbre qui se coince, un truc comme ça. Voilà, généralement, le corps et l'esprit savent très bien te le dire quand tu chies dans la colle, quand tu leur en demandes trop. Non mais c'est vrai, c'est... Et du coup, je pense que j'ai appris à lui faire confiance en fait. À faire confiance à mon instinct aussi, à ce que je ressentais, à sentir de quoi j'avais besoin et à quel moment. Il y a des moments où j'ai eu besoin de yoga. Voilà, j'ai eu besoin de yoga. Je dansais moins parce qu'il n'y avait pas de cours ouverts. Et je faisais du yoga tous les jours. J'en avais besoin, je me sentais bien, mon corps était bien. Et puis il y a un moment où j'ai fait, non, là j'en ai plus besoin, et ben je vais faire autre chose. Et voilà, et je sais pas, il y a des moments où j'ai fait du yoga, il y a des moments où je suis allée courir, il y a des moments où je me masse. Où en fait, ma seule activité physique, c'est de me masser. Et voilà, et en fait, genre, je pense que c'est important. Là, je parle seulement de ma pratique personnelle, hein. Je parle pas des projets à côté, hein. Je parle de moi, mon travail sur moi. Je parle pas de répétitions. Là, ce dont je suis en train de parler là. Ouais. Parce que je peux avoir un projet en cours et aller courir tous les jours à côté. Je peux avoir un projet en cours et faire du yoga tous les jours. Ou je peux avoir un projet en cours et me dire non, là en fait, mon corps il a rien envie de faire. Moi j'ai rien envie de faire. Et tu dissocies ton écoute de ton corps quand tu as des projets qui n'engagent pas que toi. Il y a des interférences bien évidemment. Mais en même temps, quand j'ai une répétition qui est programmée pour un projet, généralement j'y vais. Genre, même si mon corps me dit un peu aujourd'hui je suis pas très en forme, la répétition j'y vais. Hein. J'ai jamais loupé une répétition, rarement loupé un cours à cause de mon corps. Hein. Donc quand t'es pas entre toi-même et toi-même, entre guillemets, t'es moins dans cette démarche d'écouter ton corps, de prendre soin de... Parce que pour moi, quand je vais dans un projet, quand je vais dans une répétition, quand je vais dans un cours, il y a un truc, alors surtout pour le projet, il y a un truc où aussi je suis au service d'une personne, au service d'un projet. D'accord. Voilà, voilà, je suis là pour être au service d'un projet. Par exemple ton rôle d'interprète dans la compagnie dans laquelle t'es. Oui, voilà, par exemple. Très bon exemple. Pendant février, on a eu plein d'heures de répétition. Ça pouvait être dehors, ça pouvait être en intérieur, ça pouvait être dans un salon. Mon corps et moi-même, nous sommes tous, enfin moi, mon entité, fait que je suis au service du projet. Point barre. Derrière, c'est moi qui gère, quand je suis entre moi-même et moi-même, c'est moi qui gère ce dont j'ai besoin. Donc oui, pour moi, il y a vraiment un truc où quand je m'engage dans un projet, il faut que je sois apte à 200% pour ce projet. D'accord. Quitte à consciemment décider de pas forcément toujours écouter peut-être ton corps. Aujourd'hui, je suis jamais arrivée à un moment où j'étais à un stade... d'overdose corporelle, voilà, genre... Je dis pas que c'est mal ou bien. Ouais, non, mais c'est juste que moi, c'est ma façon de voir les choses. Enfin, aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé. Aussi, en même temps, du coup, là, je parle de ma vie, entre guillemets.
J'espère avoir à l'avenir énormément de projets quand même qui vont me nourrir de façons ou d'autres. Et du coup, il y a plein de choses qui ne me sont encore jamais arrivées. Comme j'ai dit, j'ai jamais été blessée. Mon corps ne m'a jamais empêchée de faire quoi que ce soit. Ah, ça, c'est une chance quand même. Je pense. Mais ouais. Donc oui, pour revenir, je fais vraiment une distinction entre quand je suis avec moi-même et quand je suis pour un projet, pour des cours, pour voilà. Après, il y a des moments où quand tu es blessée, voilà, tu ne peux pas faire autrement, quoi. Ok. Donc voilà. Ça, c'est vraiment mon rapport au corps. Et en même temps, parce que du coup, c'est aussi en lien avec une recherche que je fais, et puis c'est en lien avec des réflexions qu'on peut avoir à la fac. Il y a des moments où c'est pas que c'est ton corps qui parle, mais il y a ton inconscient qui parle, comme un hyperdynamisme des mains, comme un hyperdynamisme des pieds, comme voilà, des mimiques. Il y a, pour moi, t'es pas obligé de penser pour que ton corps te dise quelque chose ou dise quelque chose aux autres, quoi. Et il y a des personnes qui sont exceptionnelles pour lire sur les corps. Et j'admire ces personnes. Lire des personnes qui ont des tensions directement, voir la personne et dire « toi, tu as une tension là ». Ouais, Rosine Nadjar, elle fait ça. Ok. Rosine, elle fait ça. Moi, je suis rentrée dans son cours un jour. Elle m'a regardée, j'ai fait un exercice. Elle m'a dit « toi, tu vas desserrer ta mâchoire immédiatement ». Ah ok. Et bah c'est sûr, enfin, c'était un truc auquel j'avais pas pensé. J'ai desserré la mâchoire, tout dans le corps a fait... Ça fait clac, 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 clac. Ça s'est détendu d'un coup, quoi. Ok. Et il y a des gens comme ça qui lisent le corps. Je trouve ça exceptionnel. Vraiment, je trouve que c'est une capacité exceptionnelle. D'accord. Ok. Ok. On a presque fait on a quasiment fait le tour de ce que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose, de revenir sur quelque chose qu'on a dit? Eh ben non, moi j'ai trouvé ça très intéressant. C'est vrai que du coup ça remet en question... c'est pas des questions qu'on se pose beaucoup à soi-même. Enfin, je sais pas si toi tu te les poses à toi-même, mais... Si, bah oui, c'est moi aussi. Oui, du coup, mais avant de travailler sur ce podcast. Ouais. Mais non, j'espère juste que j'ai pas dit d'énormité. Mais non, de toute façon, il peut pas y avoir des... Non, mais c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve ça super. Et puis j'ai pas grand chose à rajouter, mis à part rien. Merci. mais franchement, merci okay. pour ce bon moment. Ok, bah merci à toi alors. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.